Cette émission vous est présentée par Harbour Volkswagen. Bienvenue dans votre émission Laval en mille et une cultures. Dans cet épisode, nous allons vous parler de crowdfunding avec Guylaine Beauchemin et Nabil Alouani. Nous allons recevoir Dr Bull, Nedj et Kelvin et nous irons faire du karaté avec Adam. Bonne émission. Sur le plateau avec nous aujourd'hui, Guylaine Beauchemin. Bonjour Guylaine. Bonjour. Et Nabil Alouani. Guylaine et Nabil, vous êtes dans le crowdfunding. Alors, c'est un nouveau concept au Québec. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est que le crowdfunding. Bien, en fait, le crowdfunding, si on en parle sur le terme québécois, qui est plutôt du sociofinancement ou du financement participatif. Alors, ceci va faire en sorte qu'on fait des campagnes de financement pour aider toutes sortes de projets, autant associatifs, projets personnels, professionnels et même les fondations. Alors, on est ici pour aider ces gens qui veulent réaliser leur projet et qui n'ont pas de financement. D'accord. C'est un nouveau concept qui vient, est-ce que ça vient du Québec ou c'est quelque chose d'importé? On sait que le sociofinancement existe avec des plateformes, mais le crowdfunding international dans lequel vous êtes, ça vient d'où en fait? Bien, en fait, Crowdfunding International est une société qui a été créée en Europe, donc plus précisément dans les Pays-Bas, en Hollande. Ça fait 1 an et demi que Crowdfunding International existe et ils sont apparus au Québec il y a 1 an et demi aussi. Alors, cependant, ils ont décidé aussi de créer leur société qui est Global Crowdfunding International of Canada ici en 2016, plus précisément le 6 décembre 2016. Et à ce jour, on compte plus de 45 000 membres dans la communauté de Crowdfunding International. Vous-même, vous êtes membre, puis Nabil, qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ce concept en fait? Le crowdfunding, il a été né en Europe lors de la crise de 2008, quand les banques étaient presque à la faillite, puis les gens ne pouvaient plus se financer. Et là, ça a commencé ce nouveau concept d'aller sur le sociofinancement. Donc, ils lançaient leurs projets sur Internet pour se faire financer, soit pour des projets personnels ou des projets d'entreprise. Et c'est de là où c'est parti. Et c'est pour cela, nous, on a adhéré sur CFI lorsqu'on a entendu pour lancer notre projet. D'accord. Moi, j'ai un projet de fabrication d'éoliennes que je veux lancer, que je veux fabriquer en Afrique. D'accord. Et ça prend beaucoup d'argent, presque 1,5 million pour faire ce projet. Et pour aller chercher ce financement, soit avec les banques ou des subventions, c'est très difficile. Et on a trouvé l'opportunité avec CFI, qui peuvent nous financer jusqu'à 2 millions de dollars ou pour un projet d'envergure ou pour des petits projets, ça peut être pour payer ses dettes ou pour acheter une maison. Donc, voilà. Mais comment se fait le financement? Est-ce que c'est un appel aux dons? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne sur le même principe que toutes les campagnes de sociofinancement? En fait, Crowdfunding International est unique en son genre parce qu'on a 2 axes de dons qu'on peut recevoir. Donc, il y a des axes de dons par générosité, donc comme des fondations, des associations qui vont justement aller à faire appel à des dons par générosité. Mais on a aussi le deuxième axe qui est les dons par projet. Donc, ici, à ce moment-là, c'est une communauté qui s'agrandit et à l'intérieur de la communauté, tous et chacun partagent leurs dons à l'intérieur de la communauté qui fait qu'en sorte que tous et chacun va financer le projet des autres. Ah, d'accord. Il y a un peu d'autofinancement. Vous vous entraidez un peu là, pour porter les projets. Vous avez parlé de l'Afrique. Vous, votre projet va vers l'Afrique. Est-ce que Crowdfunding International, puis la branche dont vous vous occupez ici, a des projets en Afrique? Ah, définitivement. Crowdfunding International est international. Donc, il y a beaucoup de projets en Afrique, en France, partout dans le monde. Tous les pays
ont été approuvés. Donc, on est déjà rendu à 158 pays approuvés dans le crowdfunding international. Donc, c'est ce qui est énorme pour une année et demie d'existence. Et on ne fait que commencer. Au Québec, on est rendu à plus de 1000 projets qui travaillent au niveau de leur financement, donc en campagne de financement. Personne n'a réalisé encore leur projet avec le financement. Par contre, ils sont dans leur campagne à effectuer afin de recevoir les dons en totalité pour leur projet. Guylaine, je sais que vous êtes aussi la présidente de Makers de rêve. Hein? Oui. C'est tout un nom, là, ça, Makers de rêve. Expliquez-nous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites de nos rêves, là? Oui. Eh bien, c'est une académie. Alors, c'est une école d'entrepreneurs. Donc, tous les entrepreneurs de projets qui veulent réaliser leur projet, eh bien, ils peuvent passer par nous. Parce que vous savez que faire du sociofinancement, on ne peut pas s'improviser puis on dit, on part le sociofinancement. Il y a des connaissances à aller chercher. Alors, l'école est là pour donner les connaissances nécessaires pour faire du sociofinancement, mais l'école est là aussi pour aider les entrepreneurs et aussi les commerces locaux et artisans pour leur offrir un programme spécialement conçu pour eux, pour faire leur propre campagne de financement, mais aussi pour les propulser dans leur visibilité. Et aussi, l'école, dernier volet, eh bien, on crée maintenant des conseillers en financement participatif. Alors, ces conseillers-ci, les gens peuvent venir apprendre chez nous comment on fait le tout. Et par la suite, eh bien, c'est un métier qui est créé et ils vont pouvoir maintenant aller aider tous et chacun des gens dans leur commerce pour les amener à faire de l'autofinancement. D'accord. Puis, Nabil, pour finir, c'est quoi les projets c'est à l'agenda? Qu'est-ce qu'il y a à l'agenda de crowdfunding international et de Makers de rêve pour toi, Guylaine? Crowdfunding international, elle aide presque 90% des pays africains à réaliser leurs rêves et à réaliser leurs projets. Et donc, c'est un outil très performant pour aider les gens qu'ils ont, surtout comme ici, qu'ils ont un bon crédit ou ils n'ont pas un bon crédit. Donc, ce n'est pas un prêt, c'est un don qu'on donne à la personne pour réaliser son projet. Cet été, au mois de juillet, on va voir... non, en fait, c'est en septembre. On crée la première convention de crowdfunding ici à Montréal. Alors, c'est cet automne. Alors, j'invite tous les gens à y participer. Et en même temps, on va faire le grand lancement de l'Académie Maker de rêve aussi. Alors... Et les promoteurs de crowdfunding international de la Hollande, ils vont venir. Ils vont être là. Oui. Voilà. Enfin, donc, c'est une invitation. C'est un grand rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Guylaine. Merci Nabil. Plaisir. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Bonjour Marilyn. Bonjour Kadi. Marilyn, on va profiter de ton expérience comme agente d'immigration. On sait que tu as été agente pendant de longues années. Donc, quelqu'un à l'extérieur du pays, comment il peut venir au Canada? Quels sont les moyens pour venir au Canada? C'est une très belle question. Et alors, je dois vous dire que pour venir au Canada, lorsqu'on est à l'extérieur, on a deux possibilités. On a la possibilité de venir comme étudiant. Et une fois les études terminées, on peut présenter une demande de résidence permanente. Ou ceux qui sont déjà qualifiés, qui ont une licence et qui ont l'expérience du travail, ils peuvent utiliser l'entrée express. Et pour le fédéral, pour les provinces du fédéral, et aussi pour le Québec, c'est le travailleur qualifié du Québec, mais malheureusement, ce programme est fermé pour l'instant et on ne sait pas encore quand ce programme sera disponible pour le public à l'extérieur. Mais pour le fédéral, pour le reste du Canada, il reste ouvert, ce programme-là? Certainement, c'est l'entrée express. Il y a aussi les candidats des provinces qui font partie de l'entrée express. Mais l'entrée express est le moteur
Et en bref, c'est quoi l'entrée express? L'entrée express, c'est le programme qui est mis sur pied par le gouvernement fédéral pour pouvoir recruter des gens qualifiés. Et il faut qu'il y ait que ces gens soient compétents, qu'ils aient un diplôme, un certificat, et qu'il y ait aussi de l'expérience du travail dans le domaine. Donc, il y a certainement des métiers choisis, j'imagine. Oui. Alors, moi, comme je réfère toujours les gens à la classification nationale des professions, parce que pour l'entrée express, on doit être dans les compétences 0A-B. C'est-à-dire aller dans les compétences comme la gestion, un directeur de projet, un superviseur, et ça prend quand même un diplôme universitaire et aussi un diplôme collégial. Alors ça, c'est l'élément important d'entrée express. D'accord. Quelqu'un à l'extérieur du pays qui reçoit une offre d'emploi d'un employeur à Montréal, mettons, est-ce qu'il peut venir au Canada? Il pourrait venir au Canada, mais à des conditions. Pour faire venir un étranger, il faut d'abord qu'il démontre qu'il a déjà fait des efforts pour trouver un résident permanent ou un citoyen canadien au Canada et qu'il y a une pénurie dans le domaine qu'il recherche. Alors, c'est possible, mais les critères sont assez stricts et il faut vraiment démontrer qu'on a une pénurie dans ce domaine et qu'un citoyen canadien n'est pas disponible pour faire cet emploi. Et quels sont les critères pour l'entrée express? Pour l'entrée express, il faut d'abord faire l'évaluation de son diplôme. Et cette évaluation, ça c'est fait par un organisme qui est reconnu, qui est désigné par Immigration Canada. Il faut aussi passer des tests de langue. Parce qu'il faut démontrer qu'on a une connaissance approfondie du français ou de l'anglais. D'accord. Ce sont les premières démarches à faire pour entrer express. Voilà. Merci Marilyn. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez rejoindre Marilyn Kernizan à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci. Merci à vous. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. Nous sommes au centre de karaté Sunfuki pour rencontrer Adam Chaoui, 14 ans, ceinture noire, deuxième dan de karaté, entraîné par Chian Marie-Ève Dicker, qui est une rockstar du karaté et de la boxe, qui est aussi dans les circuits de kickboxing. Marie-Ève, Adam est sur votre trace, n'est-ce pas? Oui, en fait, Adam suit mes traces depuis son jeune âge de 5 ans. 5 ans, tu as commencé, hein? Donc, depuis qu'il a 5 ans, il est avec moi. On est parti de karaté récréatif dans lequel il faisait des cours de groupe et maintenant, il est très impliqué au niveau de compétition internationale. Donc, il met les efforts en considération et je peux dire qu'il suit bien mes traces. D'accord. Donc, 5 ans au karaté, 14 ans maintenant, puis membre de l'équipe nationale canadienne depuis 2014. Un palmarès impressionnant. Quels sont les titres à ton actif, Adam? Je suis vice-champion du monde de karaté en 2016, 2 médailles de bronze, 2 médailles d'argent. Et en 2014, double médaille de bronze. Ensuite, 2013, je suis champion québécois depuis 2013. Et en 2014, j'étais champion canadien. Et pour 2020, je vais aller aux Jeux olympiques de 2020 au Japon. Bon, une grande ambition. Vous serez avec lui jusqu'en 2020. Je vais être avec lui, on s'entend qu'il va continuer le karaté, puis même dans la vie à l'extérieur. Parce qu'un professeur de karaté, ça suit dès le départ jusqu'à l'infini, je pense. Vous-même avez un palmarès très impressionnant, Marie-Ève. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Pour faire une histoire courte, j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans. Je suis maintenant ceinture noire 5e dan. J'étais propriétaire d'une école de karaté dans laquelle Adam a performé. Maintenant, j'ai légué un petit peu l'école de karaté à mes ceintures noires auxquelles j'ai enseigné au fil du temps. J'étais 5 fois championne du monde en karaté. J'étais membre d'une équipe professionnelle. J'étais 18 fois championne nationale en karaté. J'ai fait un virage vers la boxe olympique dans lequel j'étais championne canadienne, championne du monde ringside 2 années consécutives. Et maintenant, je suis boxeuse professionnelle. Pourquoi le karaté, Adam? Parce que pas le soccer, pas le basket, le karaté, pourquoi? Quand j'avais 5 ans, mon père il m'avait inscrit, on venait juste de déménager ici à Laval.
Puis il y avait un dojo juste à côté de nous, donc on est allé là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le karaté. Puis je suis resté au karaté parce que quand Shion est venue, c'est elle qui m'a donné le goût de rester, car elle était championne du monde et elle a beaucoup de cycles à son actif. Donc j'ai voulu devenir comme elle. Je l'ai attachée. Il n'a pas pu se sauver. Vous avez vu du talent en lui. Hein? Du talent, de la discipline, du potentiel, mais surtout un désir de réussir. Puis malgré, peu importe ce que ça prend, tant qu'un élève est décidé à réussir comme madame, qui a la détermination, mais on peut se rendre n'importe où. Et à part le karaté, tu fais quoi? 14 ans, tu dois être aux études. Tu arrives à bien concilier les deux avec la compétition de haut niveau aussi? Très bien, merci. Secondaire 2, je suis étudiant et je réussis bien mes études, même si j'ai le karaté à côté qui prend beaucoup de place. D'accord. Ça t'aide pour la discipline? Ah oui. Est-ce que c'est difficile d'amener vos étudiants au niveau international en compétition? Y a-t-il des bourses, de l'aide, quelque chose qui vous permet de vous préparer? Non, c'est très, très, très difficile au niveau financier parce que le karaté vient tout juste d'être admis aux Jeux olympiques. Donc, les programmes au niveau gouvernemental sont très peu développés. Donc, la plupart du temps, ce sont les parents qui vont faire des campagnes de financement, des levées de fonds. Donc, ça demande énormément d'implication au niveau des parents. Certains organismes vont s'impliquer. Par contre, ça demande beaucoup de discipline puis d'imagination pour trouver des nouvelles façons d'amasser des fonds parce que le karaté est une discipline qui coûte cher au niveau compétitif, là. Alors, Adam, pour finir, un jeune de 14 ans, qu'est-ce que ça fait à part les études et le karaté? C'est quoi ton hobby? Je joue beaucoup au soccer avec mes amis au parc. Puis j'aime beaucoup le cinéma aussi. Et des fois, on s'en va faire des randonnées. Quand on marche, puis on peut parler ensemble jusqu'à 8 h du soir. Comme... Des activités pour tous les jeunes, quoi. Merci, Adam. Merci, Marie-Ève. Plaisir. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique en gestion de projet. Je suis Nersa Dorismont, gestionnaire de projet et auteur d'un livre, Le contrôleur de projet, démystifier son rôle. Dans cette émission, je vous parlerai des métiers qui découlent de la gestion de projet. La gestion de projet est une science qui remonte à des temps très anciens. Au temps des pyramides, on utilisait déjà la gestion de projet. Pas autant structurée qu'aujourd'hui, mais depuis 1960, elle est devenue une science qui se perfectionne au fil du temps. Les métiers qui découlent de cette science, il existe différents types de professions qui viennent du management de projet. Je vous en propose 3 grandes catégories. Chacune d'entre elles ont leurs particularités, mais elles rentrent dans les catégories de projet, c'est-à-dire une et un seul besoin, de programme, une multitude de projets qui vont vers un besoin, et un portefeuille, une multitude de projets qui ont une stratégie derrière. Nous trouvons dans l'industrie quelques métiers qui découlent de ces 3 grandes catégories. On parle des directeurs de projets qui s'occupent essentiellement des plus gros projets, des gestionnaires de projets et des contrôleurs de projets. Pour ce qui est du directeur de projet ou gestionnaire de projet, il existe des formations de second cycle qui expriment les rouages du métier. Il y a aussi des AEC en gestion de projet et enfin des formations continues. Selon mes différentes recherches, ces différents métiers ont un salaire entre 45 000 et 100 000 $ selon l'expérience qu'on a. Les certifications qui viennent de ces 3 grands métiers sont le PMI, Prince 2 et ISO. 3 certifications
qui ont leur propre diplôme. Qui peut avoir besoin d'un spécialiste de projet? Toute personne qui désire réaliser un ou une multitude de projets et qui peuvent se doter de systèmes en gestion de projet. On retrouve dans les grandes entreprises des départements en gestion de projet qu'on appelle des PMO. Les entrepreneurs qui cherchent un service de spécialistes pour réaliser leur projet, soit d'un GP pour prendre en charge le projet ou un PCO pour contrôler l'avancement du projet. Des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine! J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux jeunes, je peux dire, Nedj et Kelvin. Yes. Bonjour Nedj. Bonjour. Bonjour Kelvin. Bonjour. Je vous ai rencontré lors du gala Ose entreprendre à Laval et le nom de votre entreprise faisait tilt là, Dr Bull. Dr Bull. Oui. Dr Bull. Voilà, je me suis dit des bulles de champagne, des bulles de savon. Ça fait partie, ça va être partie d'un de nos concepts au courant de l'été avec un de nos lavaudons. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites en fait chez Dr Bull? Dr Bull est une compagnie d'esthétique automobile. Au lieu que vous ayez à être déplacé dans un lave-auto pour aller faire les entretiens, c'est Dr Bull qui se déplace. On a tout l'équipement nécessaire à l'intérieur, l'eau, l'énergie. On peut faire du simple nettoyage à la remise à neuf. L'intérieur est traité à la vapeur pour donner plus de qualité. L'extérieur, on utilise du ultrafoam, du savon beaucoup plus, de bien grande meilleure qualité pour pouvoir faire des entretiens vraiment plus poussés puis permettre au véhicule de durer plus longtemps dans sa propreté. Tout ce qu'il y a à faire pour le moment, c'est appliquer à rupture en avance. Vous pouvez soit venir à vos bureaux, soit devant chez vous, puis on fait l'entretien sur place. Donc, en fait, vous, votre concept, c'est que vous vous déplacez, vous allez chez les gens, au lieu que les gens, par manque de temps, vont... c'est ça. On est au Québec, hein, on s'entend? Comment vous faites ça en hiver? En hiver, on a des corporatifs. Excuse-moi, je devrais te laisser parler un petit peu. Ça va? Ça va, mais on a des corporatifs. Là. On est capable de se fier aux corporatifs, donc on prend leurs installations. On avait pensé, j'avais pensé à un concept aussi tente. Donc, de faire des tentes avec des murs et tout ça, donc qui sont assez faciles de déploiement. Donc, puis de mettre à l'intérieur peut-être une chaufferette s'il fait vraiment des températures vraiment froides. On est encore en train de travailler sur le projet, là. Mais ça va, pour les particuliers, ça va ressembler à ça, un peu des tentes comme ça. Sinon, on va se fier sur des corporatifs. Sur les corporatifs. Ouais. Donc, je comprends que vous êtes une jeune entreprise qui vient de commencer. Qu'est-ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat? Est-ce dans vos parcours quelque chose qui vous a mené à l'entrepreneuriat? À la base, ce projet-là, moi, quand j'étais jeune, l'ami de mon père avait un lave-auto à Mirabel. Puis je travaillais là depuis j'avais l'âge de 15 ans pour faire les fins de semaine puis les étés pour payer mes études et tout le tralala. Le lave-auto a été vendu. Il a été donné à un autre qui sont super sympathiques, ça c'est en passant, mais des très mauvais gestionnaires, des très mauvais entrepreneurs. Puis ça me peinait de voir l'entreprise tomber. J'étais rendu à l'UDM, j'étais tanné d'étudier, j'étais tanné de l'hiver, j'étais tanné de tout. Fait qu'à un moment donné, j'étais justement ce que je racontais tantôt, j'étais dans un cours de psychologie, j'étais en train d'écouter, que j'adore la psycho, j'étais en train d'écouter le prof, puis ma table a juste cogné la table, ma tête a cogné la table, je me suis réveillé avec l'idée de Dr Bull, je suis parti, je ne suis plus jamais revenu à l'école. Puis on a démarré comme ça, j'avais un budget de 2300 $ dans mes poches. J'ai payé pas mal de bières à pas mal de gens pour les convaincre d'embarquer là-dedans, parce que c'était très nouveau. Puis on a juste démarré ça. On en a vraiment fait... La première année a été une année test. Je voulais juste voir si ça marchait. J'ai acheté une vieille Dodge Caravan 2001. Elle était même pas capable de supporter le poids de l'eau qu'il y avait à l'intérieur. J'ai ramassé 2 gars avec moi, puis on est allé juste essayer. J'ai tellement de machines d'acheter puis de racheter. À la première année, on avait réinvesti 25 000 dedans. Chez ma mère, son garage est rempli de machinerie. Elle me demande de les jeter, mais je peux pas. Ça m'a coûté trop cher, et je les laisse là. Et c'est ça, petit à petit, on a commencé à développer notre propre technique et tout ça, puis on est arrivé à aujourd'hui. Kelvin est arrivé avec moi par la suite, je l'ai ramassé à un bar lui aussi. T'as dû faire beaucoup de bars? Mon Dieu, j'ai fait toute la tournée, c'est là que je ramasse mes équipes. Fait que c'est ça, il est arrivé, puis lui, il est vraiment quelqu'un de très structuré. Moi, je suis vraiment bordélique comme personne dans la vie, puis je suis quelqu'un qui a l'habitude de sortir dehors, puis genre comme juste de faire le travail. Lui, quelqu'un de très structuré, il a appris à tout gérer, il automatise, fait tout ça, fait que la paire, elle est juste parfaite. C'est vrai, on se complète vraiment bien. C'est ça. Tandis que moi, mon développement, c'est un peu différent. J'ai toujours eu de la difficulté à garder un travail. Je suis pas capable de rester à un travail, de faire du 8 h à 5 h le soir, toujours sur la même chose.
puis de ne pas sentir que je suis capable de développer quelque chose de plus. Fait que ça a toujours été comme c'est comme ça mes travails, fait que j'ai toujours voulu développer quelque chose. J'avais développé quelque chose à mes 21 ans. Donc j'ai 24 ans aujourd'hui, on parle de il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Quelque chose qui est parti rapidement, que j'ai développé, que finalement, ça ne s'est pas développé sur du long terme. Ça a bien été sur du court terme. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai appris de tout ça. Puis, finalement, par la suite, j'ai décidé, quand j'ai rencontré Nedge, de développer quelque chose sur du long terme, puis de combiner nos forces. J'ai beaucoup plus développement, marketing, contenu, toutes ces choses-là au niveau de l'Internet, au niveau de l'automatisation pour les clients, pour qu'ils payent en ligne, ces choses-là. De la gestion. Puis Nedge est beaucoup plus manuel, donc lui, moi, je fais économiser sur le côté marketing, lui, il nous fait économiser sur le côté, production, côté pratique, parce qu'il bâtit par lui-même. Justement, hier, Nedge a bâti un cube qui fait en sorte que la génératrice est à l'intérieur, elle fait beaucoup moins de bruit. Ça fait en sorte qu'on peut plus se déplacer chez les gens, puis qu'ils nous remarquent moins. En fait, ce qu'on veut, c'est d'être fantôme. L'idée, c'est que l'entreprise devienne fantôme. C'est qu'à la fin, vous n'avez même pas besoin de nous appeler parce que, ultimement, il va y avoir une application mobile. Faites juste taper. Vous voyez le véhicule venir en temps réel. Il descend en bas. Il fait la production, puis il s'en va. Le problème de la génératrice, c'est qu'on est une start-up. Le budget est limité. Une génératrice comme celle-là, pour faire le travail, coûte 8 000 $. D'accord. La génératrice qu'on a, on l'a récupérée chez son grand-père, qui était supposément irréparable. Je me suis détruit les mains pour aller dans les pistons à l'intérieur. Puis, au bruit qu'elle faisait, parce qu'elle était trop vieille, on a juste fait une boîte sonorifique à l'intérieur avec des ventilateurs. On a pris des fans pour les toilettes, salle de bain, pour aller en haut, qu'on a accroché de côté à l'intérieur. J'ai mis exactement le même isolant qu'on utilise dans l'espace en aluminium. Pour pouvoir couper le son, ça coûtait comme 30 $. On a remis toute cette boîte-là, on a branché ça, ça marche, fait qu'on fait un trou dans le véhicule, puis c'est parti. On vient d'économiser 8 000 $ juste avec ça. Vous êtes plein de ressources. Oui. Exactement. Puis moi, j'écoute des vidéos en n'en plus finir pour essayer de faire mon site web, puis que tout ça soit automatisé. Il disait qu'il n'aimait pas travailler de 8 à 5, mais en ce moment, il travaille de 6 à 4 heures du matin. Nedge, vous venez d'Algérie, hein? Donc, est-ce que ça a un lien, vos origines, avec ce que vous faites actuellement, votre travail? Oui. Comme je disais, je suis né pas loin du désert, dans un petit village de 3000 habitants. Puis là-bas, les ressources sont très limitées. On ne peut pas acheter grand-chose. Fait que j'ai toujours vu mes oncles, mes grands-parents, tout construire de leurs mains. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, dans ma tête, un véhicule comme celui-là, en théorie, est censé coûter 80 000 $ à produire. On n'a pas dépassé le cap de 4 000 parce que je travaille tout de mes mains. Je les ai vus faire, j'ai appris comment. Puis tout, avec un peu de volonté, on dit, il y a une expression dans notre village, on dit, à un cœur vaillant, tout est possible. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de diplôme. On a YouTube, Google. Avec ça, vous êtes capable de tout construire. Si vous avez de la misère, vous allez voir des ingénieurs, vous leur posez des questions, ils sont super contents d'y répondre. Puis on peut absolument tout faire à partir de rien. De rien. Ben, c'est ce qu'on appelle le système D. Oui, exactement. Voilà. Et vous, Kelvin, qui venez du Venezuela aussi, hein? Donc, qu'est-ce que vous faites à part des bulles? À part des bulles, moi, j'ai parti mon propre vlog. Donc, un peu concept YouTuber. Donc, je vais parler vraiment de c'est quoi d'être un jeune entrepreneur au Québec. Toutes nos mauvaises aventures, toutes nos bonnes aventures, tous les bons points qu'on fait, tous les mauvais. Fait que c'est Kelvin V sur YouTube. J'ai aussi une page Facebook. Donc, c'est Kelvin Valve, V-A-L-V. Puis, par rapport à ça, autre que ça, je fais aussi du développement, je fais aussi du cinéma, j'ai des séries américaines, des choses comme ça. Voilà. Je fais aussi des sports extrêmes, je fais de la boxe, du parachute, de la plongée sous-marine, je voyage beaucoup. Je me tiens beaucoup à jour par rapport à ça. J'aime ça faire des connexions, fait que c'est rencontrer beaucoup de gens, écouter beaucoup de vidéos aussi. YouTube, il parlait de YouTube, Nedge, comment savoir faire certaines choses. Même du côté marketing, c'est toujours bon de voir où est-ce que ailleurs dans le monde, comment ils fonctionne pour pouvoir l'apporter ici aussi également, parce que c'est des techniques qui peuvent marcher très bien ici. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Puis bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.